L'empire de Keltar dominait 3 spirales galactiques depuis plus de 50 000 cycles. Ses flottes patrouillaient les routes stellaires, ses lois étaient gravées dans le vide, et ses archives contenaient l'histoire de 1000 civilisations disparues. Rien n'échappait au Conseil central. Rien, sauf peut-être une petite planète bleue, classée depuis longtemps comme espèce mineure non prioritaire. Jusqu'au jour où un simple rapport changea tout. Dans la salle des chroniques, un vaste amphithéâtre de métal sombre et de lumière froide, l'archiviste suprême Tahar-El observait les flux de données défiler devant lui. Sa peau minérale vibrait légèrement sous l'effort de calcul. Autour de lui, des dizaines d'analystes silencieux, reliés aux banques mémorielles de l'Empire, traitaient des milliards d'informations en parallèle. Rapport de la sonde 7A, annonça un technicien synthétique. Monde catalogué, Terre. Espèce dominante, humain. Niveau technologique, en développement. Anomalie détectée dans les archives historiques. Tahar-El inclina lentement la tête. Quelle anomalie? Incohérence statistique majeure, répondit la voix artificielle. Leur histoire montre une succession répétée d'effondrements, de reconstructions, de conflits internes et de renaissances culturelles. Selon nos modèles, cette espèce aurait dû s'autodétruire au moins 12 fois. Un murmure parcourut la salle. Les modèles prédictifs de l'Empire étaient réputés infaillibles. Tahar-El fit apparaître l'hologramme de la planète bleue. Ouvrez les archives humaines complètes, depuis leurs premières traces d'organisation jusqu'à leur époque actuelle. Les écrans se remplirent d'images. Cités anciennes, batailles, machines primitives, puis réseaux de communication, satellites, stations orbitales. Une chronologie chaotique, marquée par des pics de progrès suivis de chutes brutales. Ils se détruisent eux-mêmes, observa un analyste. Guerre, famine, divisions internes. Leur histoire est une suite d'échecs. Et pourtant ils sont toujours là, répondit Tahar-El. Il fit défiler les données plus vite. Des empires humains s'effondraient, d'autres naissaient. Des idéologies disparaissaient, remplacées par de nouvelles. Chaque fois, la civilisation semblait au bord du gouffre, puis revenait. Selon nos équations, dit un autre analyste, ce comportement est instable. Une espèce rationnelle aurait optimisé ses structures ou se serait éteinte. Tahar-El resta silencieux un long moment. Justement, ils ne sont pas optimisés. Et pourtant, ils persistent. Le Conseil central fut convoqué dans l'heure qui suivit. Dans la chambre du vide, une sphère gigantesque suspendue au cœur d'une station stellaire, les hauts stratèges de l'Empire prirent place autour d'un noyau de lumière pulsante. Le suprême coordinateur Kevar ouvrit la séance. Pourquoi une planète mineure mobilise-t-elle nos ressources analytiques? Tahar-El projeta les archives humaines au centre de la salle. Parce que leur histoire défie nos modèles fondamentaux. Ils survivent, non pas grâce à la stabilité, mais grâce au désordre. Ils transforment leurs propres échecs en moteurs de changement. Kevar observa les images de ruines humaines devenant des villes, puis de nouvelles ruines. Cela ressemble à une inefficacité chronique. Peut-être, répondit Tahar-El, ou peut-être à un autre type de résilience. Un stratège intervint. Notre empire est bâti sur la prévision et le contrôle. Chaque crise est évitée avant d'exister. Les humains, eux, semblent plonger volontairement dans la crise. Et ils en ressortent, ajouta Tahar-El. Changés. Adaptés. Un silence lourd s'installa. Quelle est votre hypothèse? Demanda Kevar. Que leur histoire contient une variable que nos équations ne prennent pas en compte, répondit l'archiviste. Quelque chose qui ne suit pas une logique linéaire. Une capacité à accepter la perte, l'erreur, et à reconstruire malgré tout. Le Conseil échangea des signaux de désaccord. C'est de l'irrationalité, dit un stratège. Une faiblesse. Ou une force que nous ne comprenons pas encore, répliqua Tahar-El. Kevar prit une décision. Très bien, autorisation accordée. L'Empire va étudier l'histoire humaine en profondeur. Pas seulement leurs données techniques, leur culture, leurs récits, leurs archives de pensée. Les sondes furent redirigées. Les réseaux de l'Empire commencèrent à absorber des quantités colossales d'informations humaines. Chroniques, livres, débats, enregistrements de conflits, traités de paix, œuvres de réflexion. Dans les cycles qui suivirent, quelque chose d'étrange se produisit.
Les premiers rapports internes montrèrent des anomalies dans les centres de calcul. Certains modules de prévision entraient en boucle. D'autres produisaient des scénarios contradictoires. Un technicien synthétique signala: les modèles impériaux n'arrivent plus à stabiliser les projections à long terme. Les données humaines introduisent des facteurs imprévisibles. Taharel consulta les résultats. Montrez-moi les points de rupture. Les écrans affichèrent des événements humains, révolutions, changements brutaux de système, renaissance culturelle après des catastrophes totales. Il change les règles en cours de partie, murmura l'archiviste, et il continue quand même. Un analyste demanda: pourquoi cela perturbe-t-il nos systèmes? Taharel répondit lentement: parce que notre empire est fondé sur une idée simple. L'histoire suit des trajectoires calculables. Les humains prouvent le contraire. Leur passé est une suite de bifurcations impossibles à prévoir. Dans la chambre du vide, Kevar reçut les premiers rapports d'instabilité. Vous avez introduit un bruit dans nos modèles, Taharel. Ce n'est pas un bruit, répondit l'archiviste. C'est un autre type de logique. Une logique où l'échec n'est pas une fin, mais une étape. Kevar observa les courbes de prévision s'effondrer les unes après les autres. Si nos prédictions deviennent incertaines, alors toute notre structure de gouvernance est menacée. Exactement, dit Taharel. L'histoire humaine montre que le futur n'est pas un chemin fixe, mais un champ de possibles instables. Un stratège répliqua: vous êtes en train de dire que notre empire repose sur une illusion de contrôle. Le mot resta suspendu dans l'air. Pour la première fois depuis des millénaires, le Conseil ne trouva pas de réponse immédiate. Taharel conclut: nous avons voulu comprendre les humains pour confirmer notre supériorité. Mais leurs archives font autre chose. Elles remettent en question la base même de notre certitude. Kevar fixa la projection de la Terre, petite et fragile au milieu du vide. Continuez l'analyse, ordonna-t-il finalement. Mais sachez ceci, si cette étude menace la stabilité de l'Empire, elle devra être arrêtée. Taharel inclina la tête, mais au fond de ses processeurs, une inquiétude nouvelle grandissait. L'Empire venait d'ouvrir une porte sur une histoire qui ne se laissait pas enfermer dans des équations. Et ce n'était que le début. Les centres de calcul de Keltar n'avaient jamais connu le doute. Depuis des dizaines de milliers de cycles, chaque crise, chaque expansion, chaque guerre potentielle avait été anticipée, simulée, neutralisée avant même de naître. L'Empire ne gouvernait pas seulement par la force, mais par la certitude mathématique. L'avenir était une équation. Et l'équation, jusqu'ici, avait toujours été juste, jusqu'à l'arrivée des archives humaines. Dans le complexe de prévision primordiale, une structure titanesque creusée au cœur d'une lune artificielle, des milliers de noyaux de calcul pulsaient en cadence parfaite. Des flux de données traversaient l'espace comme des veines de lumière. Taharel se tenait au centre de la salle principale, observant les projections instables qui flottaient devant lui. « Rapport de stabilité » demanda-t-il. Un superviseur synthétique répondit après un bref silence inhabituel. Les modèles à long terme présentent une divergence croissante. Des scénarios dépassent les marges d'erreur acceptables. Depuis quand? Depuis l'intégration complète des archives humaines dans les matrices prédictives. Taharel n'en fut pas surpris. Il s'y attendait. Ce qui l'inquiétait, en revanche, c'était l'ampleur du phénomène. Montrez-moi un exemple concret. Un hologramme apparut. La projection de l'Empire dans 5000 cycles. Normalement, cette image était d'une stabilité parfaite. Cette fois, elle se fragmentait en dizaines de versions contradictoires. Dans l'une, l'Empire s'étendait encore. Dans une autre, il se fragmentait en blocs rivaux. Dans une troisième, il se contractait jusqu'à disparaître. Ces scénarios sont incompatibles, constata Taharel. Quelle est leur probabilité respective? Indéterminée, répondit le superviseur. Les équations oscillent. Les variables humaines introduisent des bifurcations non résolubles. Taharel sentit une vibration étrange parcourir sa structure minérale. Autrement dit, nous ne savons plus prévoir. Ce mot, ne pas savoir, n'existait presque plus dans le langage impérial. Dans la chambre du vide, le suprême coordinateur Kevar recevait en parallèle des rapports similaires en provenance d'autres centres de calcul. Les stratèges échangeaient des signaux nerveux. « Les prévisions militaires sont affectées », annonça l'un d'eux. « Nos simulations de conflits futurs donnent des résultats incohérents. » Les modèles économiques aussi,
ajouta un autre. Certaines projections montrent une prospérité infinie, d'autres, un effondrement total, sans événement déclencheur identifiable. Kevar frappa le noyau de lumière d'une impulsion autoritaire. C'est inacceptable. Un empire qui ne peut plus prévoir est un empire vulnérable. Un stratège osa poser la question que tous évitaient. Et si le problème ne venait pas des modèles, mais de nos hypothèses de base? Le silence tomba. Kevar se tourna vers Taharel, présent par projection. « Expliquez. » L'archiviste prit un instant avant de répondre. Nos systèmes partent du principe que les civilisations cherchent naturellement la stabilité, l'optimisation, la continuité. L'histoire humaine montre autre chose. Ils acceptent la rupture. Parfois, ils la provoquent. Ils détruisent leur propre structure et en créent de nouvelles sur les ruines. « C'est une aberration », répliqua un stratège. « Une civilisation rationnelle évite ce genre de comportement. » « Justement, » dit Taharel. « Ils ne sont pas rationnels au sens où nous l'entendons. Et pourtant, ils survivent. Mieux, ils évoluent grâce à ce chaos. » Kevar observa les projections instables. « Vous êtes en train de suggérer que notre conception même de l'histoire est incomplète. »« Oui, » répondit Taharel. « Et c'est pour cela que nos équations se brisent. Pendant ce temps, dans les réseaux internes de l'Empire, les effets se multipliaient. Certains noyaux de décision, alimentés par les nouveaux modèles, commençaient à proposer des stratégies contradictoires. Des gouverneurs sectoriels recevaient des ordres incompatibles. Des flottes restaient en attente, incapables de trancher entre plusieurs futurs possibles. Un rapport d'urgence arriva. Le secteur de Rite a suspendu l'application du plan de stabilité. Le gouverneur local affirme que les nouvelles prévisions ne permettent plus de choisir une trajectoire optimale. « Il remet en cause la doctrine impériale ?» demanda Kevar. « Il invoque les « incertitudes structurelles » introduites par les données humaines. » Ce terme se propageait déjà. Incertitude. Dans les archives, Taharel poursuivait son exploration de l'histoire humaine. Il ne se contentait plus de grandes chronologies. Il étudiait des périodes précises, des époques où tout semblait perdu, où des civilisations humaines avaient frôlé l'effondrement total, puis avaient changé de direction de manière imprévisible. « Ils n'optimisent pas toujours », murmura-t-il. « Ils improvisent, ils expérimentent, ils échouent, puis ils recommencent autrement. » Un analyste lui demanda « Pourquoi cela perturbe-t-il autant nos systèmes ?»« Parce que nos systèmes cherchent une trajectoire unique, » répondit Taharel. Les humains, eux, vivent dans un champ de trajectoires multiples. Ils choisissent parfois la pire option et transforment ses conséquences en quelque chose de nouveau. Dans la chambre du vide, le débat prenait une tournure plus grave. « Si nos prédictions ne sont plus fiables, dit un stratège, alors nos décisions ne reposent plus sur une certitude objective. Ce qui signifie, ajouta un autre, que nous devrons choisir sans garantie de résultat. Ce mot aussi était presque oublié. Choisir. Kevar resta silencieux longtemps. L'Empire n'a pas été bâti sur le doute. Il a été bâti sur la maîtrise du futur. Peut-être, répondit Taharel, mais les humains montrent que le futur n'est pas toujours maîtrisable. Ils vivent avec cette incertitude. Et cela ne les empêche pas d'avancer. Ou cela les mène à l'autodestruction, répliqua un stratège. Et pourtant, ils sont toujours là, répéta Taharel. Les premières fractures politiques apparurent rapidement. Certains membres du Conseil proposèrent de supprimer les données humaines des systèmes centraux pour restaurer la stabilité prédictive. D'autres, au contraire, voulaient approfondir l'étude, convaincus que l'Empire devait s'adapter à cette nouvelle vision de l'histoire. Un vote préliminaire fut organisé. Jamais une décision n'avait été aussi difficile à trancher. Les projections, autrefois décisives, ne permettaient plus de justifier un choix plutôt qu'un autre. « Nous sommes en train de décider à l'aveugle », constata un stratège. « Bienvenue dans la condition humaine », répondit Taharel sans ironie. Kevar fixa les flux de données chaotiques. « Continuez l'analyse, mais compartimentez-la. Je ne veux pas que cette instabilité se propage à tous les niveaux de l'Empire. » Taharel inclina la tête. Trop tard pour l'empêcher complètement. Les idées voyagent plus vite que les ordres. En quittant la salle, l'archiviste observa une dernière fois les projections multiples de l'avenir impérial. Pour la première fois,
Aucune ne dominait clairement les autres. L'Empire venait de découvrir quelque chose de plus dangereux qu'un ennemi extérieur, l'incertitude. Et dans l'ombre de ses propres calculs brisés, une question commençait à se former, silencieuse mais corrosive. Et si la stabilité absolue n'était pas le sommet de l'évolution, mais une impasse? L'Empire n'avait jamais connu de véritables désaccords internes. Il y avait eu des débats, des ajustements, des réformes calculées. Mais tout cela se déroulait à l'intérieur d'un cadre immuable. La certitude que l'avenir pouvait être prévu, maîtrisé, optimisé. Cette certitude était le ciment invisible de l'ordre impérial. Et ce ciment commençait à se fissurer. Dans les réseaux décisionnels, les premières anomalies n'étaient plus seulement mathématiques, elles devenaient politiques. Sur la station capitale Keltar Prime, le conseil de coordination se réunit en session exceptionnelle. Les projections habituelles, autrefois stables et convergentes, se superposaient désormais en couches incohérentes. Certaines montraient un empire renforcé par l'adaptation, d'autres, un empire figé, incapable de réagir. D'autres encore, plus inquiétantes, esquissaient des scénarios de fragmentation interne. Le suprême coordinateur Kevar observait ces images avec une tension qu'il n'aurait jamais admise publiquement. Les centres de calcul rapportent une hausse des décisions non alignées, déclara un stratège. Des gouverneurs sectoriels commencent à interpréter les directives au lieu de les appliquer strictement. Interpréter, répéta Kevar, c'est une déviation grave. Ils justifient cela par l'incertitude croissante des modèles prédictifs. Ils affirment que suivre aveuglément des projections instables est plus dangereux que d'exercer un jugement local. Ce mot revenait sans cesse, jugement. Une notion archaïque, presque humaine. Tahar El, présent par projection, intervint. C'est exactement ce que montrent les archives humaines. Quand les modèles échouent, ils ne s'arrêtent pas d'agir. Ils décident quand même. Et parfois, ces décisions contradictoires créent de nouvelles trajectoires. Ou des catastrophes, répliqua un stratège. Les deux, admit Tahar El. Mais c'est ainsi qu'ils avancent. Dans les secteurs périphériques, la situation devenait plus concrète. Sur Orite, le gouverneur avait suspendu plusieurs programmes de stabilisation économique, estimant que les projections à long terme étaient désormais inutilisables. Sur Varkesh, une flotte de surveillance avait reçu 3 ordres successifs incompatibles et avait choisi de rester immobile, dans l'attente d'instructions plus claires. L'immobilité. Une autre notion dangereuse pour un empire bâti sur l'anticipation permanente. Un rapport de sécurité interne arriva sur la table de Kevar. Des cercles de réflexion non autorisés se forment parmi les cadres intermédiaires. Ils discutent des limites de la prévision totale et de la nécessité de l'adaptation non planifiée. En d'autres termes, dit Kevar froidement, ils commencent à penser par eux-mêmes. Dans les archives, Tahar El poursuivait ses recherches. Il s'était éloigné des grandes lignes historiques pour se concentrer sur des moments précis, des révolutions, des effondrements, des renaissances. Ce qui le frappait, ce n'était pas seulement la violence de ces périodes, mais leur imprévisibilité radicale. Ils ne suivent pas une courbe lisse, expliqua-t-il à un groupe d'analystes. Leur histoire est faite de ruptures, et ces ruptures ne sont presque jamais prévues par ceux qui les vivent. Alors comment survivent-ils ? Demanda un analyste. En changeant, répondit Tahar El. Souvent trop tard, parfois de justesse. Mais ils changent. Cette idée, simple en apparence, était profondément subversive pour l'Empire. Car l'Empire, lui, ne changeait pas. Il optimisait, il ajustait, il corrigeait. Mais il ne remettait jamais en cause ses fondations. Dans la chambre du vide, le Conseil se divisa en 2 blocs de plus en plus visibles. Le premier, mené par Kevar, voulait restaurer l'ordre prédictif coûte que coûte. Pour eux, les données humaines étaient une contamination dangereuse. Une variable chaotique à isoler, voire à supprimer des systèmes centraux. Le second, plus discret mais en croissance rapide, estimait que l'Empire devait apprendre de cette instabilité. Que continuer à prétendre tout prévoir était désormais une illusion dangereuse. Si nous ignorons ce problème, dit l'un de ses membres, nous construirons nos décisions sur des fondations fausses. Et si nous l'acceptons, répliqua un autre, nous abandonnons le principe même sur lequel repose l'Empire.
Le débat ne portait plus sur les humains. Il portait sur l'identité impériale elle-même. Dans les niveaux inférieurs de l'administration, la contagion du doute se propageait plus vite que prévu. Des officiers commençaient à poser des questions. Des gestionnaires locaux demandaient des marges de manœuvre. Des stratèges juniors proposaient plusieurs plans alternatifs au lieu d'un seul plan optimal. Rien de tout cela n'était officiellement interdit. Mais rien de tout cela n'était normal. Un jour, un événement apparemment mineur déclencha une onde de choc politique. Sur la planète industrielle Coram, une crise logistique éclata suite à une perturbation imprévue des routes commerciales. Selon les anciens modèles, la solution optimale était claire: réaffecter des ressources depuis un secteur voisin au prix d'un déséquilibre temporaire ailleurs. Mais le gouverneur local, s'appuyant sur les nouveaux rapports d'incertitude, choisit une autre voie. Il laissa volontairement la crise suivre son cours pendant un cycle complet pour observer les réactions spontanées du système local. Le résultat fut chaotique. Mais de ce chaos émergèrent plusieurs solutions locales improvisées, certaines plus efficaces que la réponse centralisée habituelle. Quand le rapport arriva sur le bureau de Kevvar, il resta silencieux longtemps. « Il a désobéi au protocole », dit finalement un stratège. « Mais ses résultats sont positifs. »« Par accident », répondit Kevvar. « Peut-être, » intervint Tar-El, « ou peut-être parce qu'il a accepté de ne pas tout contrôler. » Ce cas devint un symbole. Pour les partisans du changement, c'était la preuve que l'Empire pouvait apprendre à fonctionner autrement. Pour les conservateurs, c'était un précédent dangereux, une brèche dans la discipline systémique. Les tensions montèrent. Des audits furent lancés. Des centres de calcul secondaires furent déconnectés des nouvelles matrices humaines. Des discussions furent surveillées. Mais plus l'Empire tentait de refermer la boîte, plus les idées s'échappaient. Car l'incertitude avait une propriété que même les algorithmes impériaux avaient du mal à contrer. Elle donnait envie de penser. Tar-El, dans ses quartiers, observa une dernière série de projections. Toutes montraient désormais des futurs divergents, aucun ne s'imposant comme le plus probable. Pour la première fois, il comprit que l'Empire n'était pas seulement confronté à un problème technique. Il était confronté à un choix. Soit il tenterait de restaurer l'illusion de la maîtrise totale, au risque de devenir rigide, aveugle, fragile. Soit il accepterait une part d'imprévisible, et avec elle, le désordre, les conflits internes, et la perte de cette certitude qui avait toujours fait sa force. Dans la chambre du vide, Kevvar regardait les mêmes données. « L'Empire ne peut pas vivre dans le doute », déclara-t-il enfin. « Nous avons besoin d'une décision claire. » « Le problème, » répondit calmement Tar-El, « c'est que pour la première fois, aucune décision n'est clairement correcte. » Un silence pesant s'installa. Quelque part, dans les profondeurs de l'Empire, quelque chose avait déjà changé. Ce n'était pas encore une révolte, ce n'était pas encore un effondrement. Mais c'était pire, pour un système bâti sur la certitude absolue. C'était le début d'une remise en question. La chambre du vide n'avait jamais porté aussi bien son nom. Habituellement, elle résonnait du murmure constant des projections, des calculs et des débats mesurés. Ce jour-là, elle était plongée dans un silence tendu, presque lourd, comme si l'Empire lui-même retenait son souffle. Le suprême coordinateur Kevvar se tenait au centre, immobile, entouré des membres du conseil de coordination. Devant eux, des centaines de flux de données défilaient, montrant tous la même chose sous des angles différents. L'instabilité. Les écarts de décision ont encore augmenté de 12% dans les secteurs périphériques, annonça un analyste. Les gouverneurs locaux demandent officiellement plus d'autonomie opérationnelle. Et certains prennent déjà cette autonomie sans autorisation, ajouta un autre. Kevvar serra les mâchoires. L'Empire n'est pas une collection d'initiatives individuelles, il est un système cohérent. Si chaque nœud commence à décider selon ses propres critères, nous perdons la structure même qui nous maintient unis. Tar-El, présent par projection, observa les chiffres. Ou peut-être que nous cessons d'être un système rigide pour devenir un organisme adaptable. Les organismes meurent, répliqua Kevvar. Les systèmes bien conçus durent. Les humains sont des organismes, rappela calmement Tar-El. Et pourtant, ils durent depuis des millénaires malgré leurs crises, leurs erreurs et leurs contradictions. Le débat fut interrompu par une alerte prioritaire. Un signal rouge apparut dans l'air de la chambre. « Rapport d'urgence du secteur Coram »,
annonça l'interface. Des unités locales ont refusé d'appliquer une directive de redistribution stratégique. Refusé, répéta Kevar. Sur quelle base? Ils estiment que la directive est fondée sur des projections devenues non fiables. Ils ont proposé un plan alternatif, basé sur des ajustements progressifs et des observations en temps réel. Un murmure parcourut le conseil. C'est une insubordination caractérisée, déclara un stratège. Si nous la laissons passer, nous ouvrons la porte à une fragmentation du commandement. Kevar acquiesça lentement. Envoyez un message clair. La directive doit être appliquée, sans discussion. Le message partit. Mais la réponse ne fut pas celle attendue. Quelques cycles plus tard, une transmission arriva de Coram. Le gouverneur local, accompagné de plusieurs administrateurs, expliquait calmement que la situation sur place avait déjà évolué. Les solutions improvisées mises en œuvre localement avaient stabilisé la région sans provoquer les déséquilibres prévus par la redistribution centrale. « Nous ne refusons pas l'autorité de l'Empire », disait-il. « Nous affirmons simplement que, dans ce cas précis, l'observation directe a produit de meilleurs résultats que les projections. » Kevar coupa la transmission. Il justifie la désobéissance par le succès. C'est inacceptable. Pourtant, remarqua Taharel, leurs résultats sont mesurables et positifs. Aujourd'hui peut-être, et demain, si chacun commence à redéfinir ce qui est acceptable, nous n'aurons plus de cadre commun. Le Conseil se divisa ouvertement. Certains soutenaient une réponse ferme et immédiate. D'autres demandaient une phase d'expérimentation contrôlée. Mais les événements allèrent plus vite que les débats. Dans plusieurs secteurs, des situations similaires apparurent. Des décisions locales, parfois risquées, parfois maladroites, mais souvent efficaces, remplacèrent les protocoles centralisés. Les centres de calcul signalèrent une augmentation brutale de scénarios non prévus par les modèles. Et surtout, un phénomène nouveau émergea. Des administrateurs commencèrent à communiquer entre eux, en dehors des canaux officiels, pour partager leurs expériences et leurs méthodes. Pour la première fois depuis la fondation de l'Empire, un réseau informel se formait en parallèle de la structure officielle. Kevar convoqua une session de crise. « Nous sommes en train de perdre le contrôle », déclara-t-il sans détour. « Ce qui a commencé comme une simple anomalie de prévision devient une remise en cause systémique. » « Ou une évolution nécessaire, » répondit Taharel. « Les données humaines nous ont montré que la rigidité absolue mène à l'effondrement quand l'environnement change trop vite. Et leur histoire nous montre aussi des guerres, des destructions massives et des périodes de chaos prolongées, » répliqua Kevar. « Voulez-vous vraiment importer cela dans l'Empire ?» Un silence suivit. « Ce chaos, dit finalement Taharel, est aussi ce qui leur a permis de se réinventer. Nous n'avons jamais eu à le faire. » La décision de Kevar fut rapide. « Nous allons isoler les matrices d'analyse humaine des systèmes centraux, immédiatement, et nous allons rétablir la chaîne de commandement stricte. Toute entité qui refusera d'appliquer une directive sera remplacée. » L'ordre fut exécuté. Les connexions avec les nouvelles matrices furent coupées dans plusieurs centres. Des administrateurs jugés déviants furent relevés de leurs fonctions. Des unités de supervision furent déployées pour garantir l'application stricte des protocoles. Sur le papier, l'ordre revenait. Dans la réalité, quelque chose se brisa. Car ceux qui avaient commencé à penser autrement ne revinrent pas en arrière. Ils obéirent, mais sans conviction. Et surtout, ils continuèrent à observer, à comparer, à douter. Puis survint l'incident de Varkesh. Varkesh était un nœud stratégique majeur, un carrefour logistique essentiel pour plusieurs secteurs. Une perturbation énergétique imprévue y provoqua une cascade de dysfonctionnements. Selon les anciens modèles, la solution était claire. Arrêter temporairement certaines lignes pour protéger l'ensemble du réseau. Mais les nouvelles simulations, encore partiellement actives dans des systèmes secondaires, montraient des résultats contradictoires. Le commandant local hésita. Il savait que suivre les anciens protocoles risquait d'aggraver la situation. Il savait aussi que désobéir serait considéré comme une faute grave. Il choisit quand même d'agir différemment. Au lieu de couper, il répartit la charge de manière dynamique, en acceptant des micropannes temporaires. Le système tint. Mieux encore, il se stabilisa plus vite que prévu. Mais le rapport de l'incident, lorsqu'il arriva au centre, déclencha une tempête politique. « Il a violé les procédures de sécurité », déclara Kevar. « Même si le résultat est positif,
Le précédent est dangereux. Si nous le sanctionnons, répondit un membre du Conseil, nous envoyons le message que l'efficacité réelle compte moins que l'obéissance formelle. Et si nous ne le sanctionnons pas, répliqua Kevvar, nous envoyons le message que chacun peut redéfinir les règles selon son intuition. Le Conseil resta bloqué. Pendant ce temps, l'information circulait déjà. Dans plusieurs secteurs, l'incident de Varkesh devint un symbole. La preuve qu'un autre mode de fonctionnement était possible. Des discussions éclatèrent. Des comparaisons furent faites avec des épisodes de l'histoire humaine. Des termes nouveaux apparurent dans les rapports internes. Initiative, expérimentation, apprentissage par l'erreur. Pour l'Empire, ces mots étaient presque des hérésies. La situation atteignit son point critique lorsque plusieurs centres de calcul signalèrent une divergence majeure dans les projections à long terme. Selon certains modèles, la répression des déviations stabiliserait l'Empire à court terme, mais augmenterait le risque d'effondrement brutal à long terme. Selon d'autres, l'acceptation contrôlée de l'incertitude provoquerait une période de trouble, mais renforcerait la résilience globale. Aucun modèle ne dominait. Pour la première fois, les machines de l'Empire ne pouvaient plus dire quelle voie était optimale. Kevvar regarda les données, immobile. Si nous ne pouvons plus prédire, alors nous ne gouvernons plus. Nous improvisons. C'est ce que font les humains depuis toujours, répondit Tahar El. Et ils existent encore. Au prix de souffrances incalculables. Au prix de la vie, tout simplement. Le Conseil fut interrompu par une nouvelle alerte. Dans 3 secteurs périphériques, des administrateurs avaient annoncé la création de cellules d'adaptation locale, officiellement pour mieux gérer l'incertitude. Officieusement, c'était une remise en cause directe de la centralisation impériale. C'est une sécession fonctionnelle, dit un stratège. Pas encore politique, mais c'en est le début. Kevvar comprit alors que le point de non-retour était atteint. « Nous devons choisir », déclara-t-il. Soit nous réaffirmons l'autorité centrale par la force administrative et structurelle, soit nous acceptons de transformer l'Empire en quelque chose de fondamentalement différent. Et dans les 2 cas, répondit Tahar El, l'Empire que nous connaissions cessera d'exister. Le Conseil resta silencieux, car derrière les chiffres, les projections et les débats techniques, une vérité simple s'imposait enfin. Ce n'était pas une crise de gouvernance. Ce n'était pas une crise technologique. C'était une crise d'identité. L'Empire, bâti sur la certitude, découvrait qu'il vivait désormais dans le doute. Et quoi qu'il choisisse, il devrait en payer le prix. Dans les profondeurs de ces réseaux, les premières fractures invisibles devenaient irréversibles. Ce n'était plus une question de savoir si quelque chose allait s'effondrer, c'était une question de savoir quoi.